Ça dérange pas. Bonjour, merci d'être venu à la conférence Hacker égale résister. Je m'appelle Lila. Et je m'appelle Étienne. Moi, je suis illustratrice et graphiste. Et je suis informaticien. Alors, pourquoi vous avez vu cet extrait? En fait, c'est un extrait du film Hackers, dont on voit l'affiche ici, qui en fait est sorti dans les années 90 et qui retrace en fait les aventures d'un groupe de lycéens hackers qui sont impliqués dans une affaire de détournement de fonds. Donc il y a certainement des gens qui connaissent le film ici. Pourquoi on a envie de parler de ça? Nous, en fait, on se pose beaucoup de questions sur le milieu hacker, le mouvement hacker, et quelle image en fait on a de ce que ça veut dire hacker, être une hackeuse ou un hacker. Et du coup, on a vu ce film il y a un mois environ. Et on s'est dit que ça serait intéressant de voir ce qu'il reflète, ainsi que d'autres exemples. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire hacker aujourd'hui? Nous, ça fait des années qu'on tourne autour de ces communautés-là. On a un pied dedans ou pas, on s'identifie ou pas à certaines images. Et du coup, on a envie de voir avec vous si on peut décortiquer certaines choses qui sont issues de ce film ou non. Voilà. Alors, la première chose qu'on a regardée dans ce film, on s'est dit, en fait, pour parler de ce qu'est un hacker, ce qu'est et du mouvement hacker, on s'est dit, on va regarder les stéréotypes. Les stéréotypes qui sont dans ce film et qui se reflètent en dehors de ça. Alors, le premier stéréotype, il est assez évident, il est écrit en gros sur l'affiche de manière assez dramatique. Leur crime, c'est la curiosité. Et donc cette idée-là que la curiosité c'est un élément important du mouvement hacker, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans toute la littérature sur le mouvement hacker. Par exemple, si vous lisez le livre Hacker au cœur de la résistance numérique d'Amel Guiton, un des points du livre, c'est de dire que la curiosité c'est le dénominateur commun des hackers. Et ça, si on regarde plein d'exemples du mouvement, c'est assez vrai. Donc là, par exemple, on a mis deux exemples. La TV Bigon, qui est cette télécommande universelle à un seul bouton éteindre, donc on peut éteindre toutes les télés avec. Et les imprimantes 3D qui ont été largement réappropriées, réutilisées par le mouvement hacker. Et donc clairement, la curiosité, le fun, la créativité, ça fait partie de ce mouvement, il n'y a aucun doute là-dessus. Ceci dit, on pense que la curiosité, le fun, ça en fait partie, mais ce n'est pas assez pour le définir. Et qu'en plus de ça, à chaque fois, il y a des places en bas, si vous voulez. À chaque fois qu'il y a eu la plupart des projets, des mouvements du milieu hacker, ils ont une partie de curiosité, de fun, mais ils ont aussi un point de vue politique. C'est-à-dire que ces deux exemples, si on les prend quand même, la TV Bigon, derrière, le message implicite, c'est de dire qu'une télévision, ça ne sert à rien d'autre par l'éteindre. Ou sur les imprimantes 3D, en dehors du fait qu'on peut imprimer des Yoda qui sont mignons, il y a une position sur la réutilisation et la possibilité de création par à peu près tout le monde et de réparer, de créer des objets
en sortant de l'industrie. Donc clairement, il y a plus que juste la curiosité. Pour nous, il y a aussi un point de vue politique qu'on retrouve dans des mouvements importants du milieu hacker, comme les Anonymous ou le CCC, qui ont pris des points de vue politiques très forts. Par exemple, dans le mouvement Anonymous, des points de vue contre la scientologie ou des points de vue pour les révoltes en Tunisie pendant les printemps arabes. Et pour le CCC, des points de vue très forts sur les questions de sécurité en Allemagne, sur l'analyse de virus utilisés par la police allemande, des choses comme ça, et donc vraiment une part du débat politique. Donc on pense qu'effectivement la curiosité fait complètement partie du mouvement hacker, il n'y a aucun doute là-dessus, mais on ne peut pas l'enlever de l'action politique. Et on pense que juste parler de la curiosité, c'est dépolitiser ce mouvement. Alors le deuxième stéréotype, il a été un peu plus compliqué à décortiquer, c'est la question de la menace. Donc si on regarde dans l'extrait qu'on vous a montré, il y a vraiment ce côté-là, la condamnation, ce garçon qui a 11 ans est vraiment un danger public. Et alors la question de la menace, on ne peut pas juste dire la menace, la question c'est la menace de qui contre qui. Alors si on prend un point de vue extrêmement légaliste, c'est assez facile, les hackers sont une menace. On peut prendre des exemples comme Phineas Fisher ou Jeremy Hammond. C'est des personnes qui ont en effet piraté des entreprises de manière complètement illégale. Et puis après, ils ont diffusé ces données publiquement, ce qui est interdit. Donc eux, c'est les méchants. Et puis après, on a les gentils, donc des entreprises technologiques à grand succès, qui ont réussi à tourner des programmes en un profit énorme. Et donc là, voilà, on voit bien que là, on a un problème assez vite avec cette vision-là. Et en fait, on peut pas enlever cette question légale de la question éthique. Donc Jeremy Hammond et Phineas Fisher, c'est des personnes qui ont piraté des entreprises avec des points de vue politiques, parce que ces entreprises-là posaient problème, notamment pour Phineas Fisher, le piratage de Hacking Team, qui était une entreprise italienne qui vendait des malwares à des gouvernements, notamment par exemple les Émirats Arabes Unis qui les ont utilisés pour attaquer des militants. Donc le fait de faire cette attaque-là, c'est clairement quelque chose d'illégal, mais éthiquement, il y a beaucoup plus de questions derrière. Et de la même façon, en regardant ces entreprises-là, effectivement, ces entreprises sont en large partie dans une action légale. Mais bon, vous êtes sans doute bien placé en étant à cet événement-là pour savoir toutes les questions de vie privée, des problèmes de vie privée qu'elles posent. Du coup, il faut vraiment poser cette question. Les hackers sont une menace. Si oui, une menace pour qui? Et on a trouvé un début de réponse dans ce livre, qui est un livre du début des années 2000, qui s'appelle The Hacker Ethic, et qui parle qui fait une comparaison entre l'éthique capitaliste qui a été définie par Max Weber et le début du mouvement hacker. Et ce que ce livre dit, c'est que au début du mouvement hacker, le mouvement hacker est venu se poser sur énormément de points en opposition au capitalisme, que ce soit sur le travail, sur la question de l'argent, sur la question des libertés, etc. Et en fait, ça c'est assez clair, si on regarde les premiers logiciels libres par exemple, ils ont été créés parce que éthiquement, les personnes pensaient que c'était important éthiquement de pouvoir continuer à partager ces logiciels, sans avoir aucune idée de la question des financements. Je veux dire, il n'y a pas du tout un business model quand les premiers logiciels libres ont été créés. Donc ça, c'est intéressant, mais ça nous parle du milieu hacker, du début du milieu hacker. Maintenant, on est en 2019, et il y a eu pas mal de changements. Et un des changements énormes, c'est l'apparition du capitalisme de surveillance. Alors, pour le dire rapidement, ça veut dire que dans les années 90, on vend des logiciels, on achète Windows. Aujourd'hui, on donne des logiciels, et ces logiciels collectent des données, et les entreprises gagnent de l'argent avec l'utilisation de ces données personnelles. Donc il y a une façon de le dire, c'est que la surveillance, c'est le business model d'Internet. Donc on se retrouve avec ces entreprises qui collectent énormément de données. D'une part, cette question-là, maintenant, ça contourne la question de l'open source, par exemple, puisque si on prend un téléphone Android est en majorité open source, et ça n'empêche pas de collecter énormément de données personnelles. Et d'autre part, ces entreprises, elles ont eu besoin de trouver des gens qui connaissent bien les technologies, et donc d'aller dans le milieu hacker, et donc se réapproprier énormément de notions, de concepts, d'images du milieu hacker, pour embaucher ces personnes-là. Et donc pour vous aujourd'hui, on a fait un petit top 3 de la récupération des hackers par le capitalisme. Accrochez-vous. Alors le premier, c'est un mouvement qui s'appelle les Hacker House. Dans Hacker House, c'est fabuleux, c'est un mouvement qui est en France. Et donc vous pouvez payer pour habiter dans un appartement. Alors là, c'est même pas des chambres, c'est des capsules. Et vous pouvez payer pour habiter dans un environnement où vous allez pouvoir travailler toute la journée avec des gens qui travaillent autant que vous pour créer des startups innovantes. Donc ça pourrait s'appeler de l'exploitation, mais c'est une hacker house, donc c'est pas de l'exploitation.
Un deuxième point qui est intéressant, deuxième récupération, c'est récupération dans l'éducation. Donc moi, quand j'ai été étudiant, j'ai fait quelques concours d'informatique. On se retrouvait pendant une nuit, on essayait de développer des logiciels. En général, ils ne marchaient pas du tout. Et puis à la fin, on avait des bricoles à gagner, mais on avait un défi technique. Donc je me suis retrouvé à un événement que je pensais similaire aux États-Unis il y a quelques années, qui fait partie de la Major League Hacking, quelque chose de nord-américain. Alors déjà, c'est extrêmement financé par, bon là on voit Dell, Intel, mais Microsoft, GitHub, il y a beaucoup plus d'argent. Mais l'autre point qui m'a fait halluciner, c'est en fait l'objectif du week-end, c'est il y a des informaticiens qui développent des prototypes, mais la compétition, c'est de pitcher la meilleure startup. Et donc en fait, derrière, il faut aller pitcher la meilleure startup, il y a un concours, et à la fin, on gagne une position dans un incubateur. Donc on voit qu'on a complètement tout l'imaginaire, le vocabulaire du hacking, et derrière, il faut créer des startups. Et le troisième récupération qui nous a fait rigoler, c'est les hackathons pour les banques. Donc là, par exemple, on parle de dispositifs d'open innovation dans les banques et à l'heure digitale, voilà. Et donc, on va contribuer à réinventer la relation bancaire à l'heure digitale pour transformer l'entreprise avec succès. Donc voilà. Donc on voit bien que ces exemples-là, ils viennent bien nous montrer qu'il y a une réappropriation du terme hacker, de l'imaginaire hacker. La plupart des hackathons sont organisés par des entreprises, par exemple. Et alors, il y a un penseur qu'on trouve vraiment intéressant qui s'appelle Evgeny Morozov, qui écrit régulièrement dans Le Monde diplomatique, et qui a écrit un article qui nous a beaucoup parlé, au point qu'on a mis des citations. Voilà ce qu'il dit. 99% des technologies dites disruptives ne servent qu'à faire en sorte que rien d'important ne change. Le véritable évangile des gens du numérique, consacré et encensé par les États, consiste à innover au nom de la conservation. En revanche, on peut imaginer un autre monde, celui de la technologie de rébellion, qui ne considère pas que les conditions sociales sont gravées dans le marbre pour qu'on les accepte et qu'on s'y adapte au moyen d'outils dernier cri. Ce que dit cet article, c'est qu'il y a fondamentalement une opposition entre le mouvement hacker et le capitalisme et les startups d'aujourd'hui. D'un côté, on a des startups qui vont parler de disruption de marché, créer des outils, mais qui en fait ne changent rien dans les conditions sociales et dans les rapports de pouvoir autour de la technologie. Et de l'autre côté, on a un mouvement hacker qui s'est créé et qui, encore largement, considère la technologie d'un point de vue politique et va parler d'émancipation de la technologie. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste l'utiliser, on va changer les rapports de force avec la technologie. Et un exemple parlant de ça, c'est l'opposition entre Twitter et Mastodon. Twitter, entreprise, avec un outil centralisé. Et donc l'objectif de Twitter, c'est d'avoir des utilisateurs qui sont le plus captifs possible de l'outil pour récupérer des données personnelles et puis les revendre. Et de l'autre côté, on a Mastodon qui est fédéré, qui est un réseau social fédéré. La fédération change complètement le rapport de pouvoir de l'utilisation de l'outil. Et donc là, aujourd'hui, Mastodon, on a un réseau social qui réunit plus d'1 million de personnes qui communiquent sans aucune implication de start-up, sans aucun profit au sens capitaliste. Et donc là, on voit bien qu'il y a une opposition complète entre ces outils disruptifs pour le marché et des outils qui amènent à plus d'émancipation. Le troisième stéréotype qu'on a défini, vous le voyez à l'écran, en fait, c'est le personnage qu'on a vu au début qui a bien grandi et qui là va nous faire une démonstration de ce que c'est être un hacker. Donc c'est un mec tout seul dans sa chambre, dans le noir, c'est important, avec des lunettes de soleil, pourquoi pas, qui est en train de taper son pseudo. Hein. Ça, c'est important. Donc du coup, on va parler du génie blanc, seul et incompris. On a cette représentation là du génie qui est finalement assez récente, parce que le milieu de l'informatique et de la technologie est à la base très féminin. Du coup, on va citer 2 noms parce que je suis gentille, je ne vais pas vous faire une liste. À gauche, on a Grace Hopper, qui est une informaticienne et mathématicienne. C'est elle qui a fait le premier compilateur et qui a créé le langage COBOL. Et à droite, on a Sœur Mary Keller, qui est la première femme à avoir défendu une thèse sur l'informatique. C'est la première thèse d'ailleurs sur l'informatique. En fait, donc on a
un milieu qui est très féminin et on a un tournant dans les années 80 où en fait, payer des femmes autant que des hommes, le fait qu'elles encadrent des équipes mixtes, etc., c'est pas trop bien vu. Donc du coup, on va freiner les carrières des programmeuses et compagnie et on va, dans la culture populaire, en plus, mettre beaucoup d'images de garçons, d'hommes, etc. Du coup, ce qui fait que les femmes vont progressivement être en retrait, en fait, dans ce milieu-là. Donc je reviens sur la représentation actuelle du hacker. Quand je parle de hacker, je parle plus généralement de hacker, de milieu libriste, de geek. C'est large. Aujourd'hui, on a des représentations qui sont super sympas. Donc on a par exemple Sherlock Holmes, Sheldon Cooper, Tony Stark, Alan Turing. Bon, vous voyez de qui je parle à peu près. On a toujours le génie blanc, seul et incompris, hein, parce que c'est quand même le phare de la culture hacker aujourd'hui. Et systématiquement, c'est une personne qui va avoir du mal à socialiser avec d'autres êtres humains. Et du coup, qui se comporte aussi comme un connard, en fait. Mais il a le droit, hein, parce que lui, c'est un génie. Bon, et aussi, il n'a pas de manuel pour les gens, hein, parce qu'il y a des manuels pour tout. D'ailleurs, il faut les lire, hein, mais pour les gens, non, on ne sait pas trop comment il faut faire. Et puis, de toute façon, il est trop fort, alors on peut lui laisser passer, quoi. Du coup, dans le film, on a un peu cette figure-là du mec tout seul qui est trop fort et tout ça. Mais finalement, quand même, il a des acolytes, il a des amis au bout d'un moment. C'est fou. Mais quand même, quand il faut se battre contre les méchants, c'est lui qui est tout seul devant son écran en train d'avoir des espèces de figures géométriques super bizarres autour de sa tête, parce qu'il réfléchit très fort. Et puis il y a des écrans aussi qui disent que le jour, le soleil se couche et tout, il passe 3 jours devant son écran, et les autres, ils mangent, ils font des trucs derrière, mais lui, non, il est devant son écran. Il bouge pas. Alors du coup, moi, je me suis demandé pourquoi on construit cette figure-là et comment on fait, en fait. Pourquoi on en arrive là, en fait. Et du coup, je me suis demandé, tiens, on va prendre au hasard une affiche d'événements libristes. J'ai pas pris celle du Capitole du Libre, parce que je suis sympa. J'ai pris celle des journées du logiciel libre qui se passe à Lyon. Donc ça, c'est l'affiche, au moins une partie, en tout cas, de l'affiche de cette année. Et je me suis dit, tiens, ils ont décidé de mettre 6 personnes sur l'affiche. Donc il y a leur nom, il y a ce qu'ils font, etc. Décider de mettre des noms sur une affiche, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'on veut les mettre en avant, ces personnes-là. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et si je prenais l'affiche de l'année dernière, il y a encore 6 noms. Et c'est marrant, hein, parce que il y en a 3 sur 6 qui reviennent. Alors, bon, au début, je me suis dit quand même, c'est pas sympa de leur faire ça, les GDLL et tout, ils font des trucs bien. Puis après, je me suis dit, je vais quand même regarder jusqu'à 2014. Bon, je vous ai pas fait la liste, mais il y a quand même, dans les noms soulignés, il y en a qui reviennent jusqu'à 2014. Donc la question là que je me pose en voyant ça, moi, c'est, est-ce que ça fait pas partie du fait qu'on est en train de construire des rockstars et qu'on est en train de dire... ceux-là, c'est ceux qu'il faut écouter, ils sont partout, ils font référence, etc. C'est une des choses qui fait qu'on va construire ces idoles-là. Et ça a des effets assez négatifs, puisque ça a au moins 3 effets que j'ai identifiés. Donc il y a, déjà, on leur donne plus de pouvoir, parce que on y fait référence tout le temps, on leur pose des questions, on les invite, blablabla, machin, ils ont plus de pouvoir, de place. Ça invisibilise généralement un travail collectif parce qu'en fait, on croit qu'ils sont tout seuls et que c'est des génies et tout ça, mais en fait, généralement, quand on développe une application, quand on développe un projet, on n'est pas tout seul en fait. Généralement, il y a d'autres gens qui nous aident à faire d'autres trucs à côté. Et le troisième point, c'est que ça repousse certaines personnes qui ne s'identifient pas à cette figure-là et qui ne font pas forcément partie du milieu ou qui ont des problèmes de légitimité, qui vont avoir du mal à venir présenter des conférences ou autre chose. Et du coup, ces 3 effets-là sont quand même super néfastes. Mais il y en a un qui est encore pire, c'est que ça ouvre la porte à des gros abus. Oui, j'ai mis le sujet qui fâche. Jacob Appelbaum, c'est une personne qui était très reconnue pour sa participation à Tor, notamment, qui est une rockstar, en fait, on peut le dire.
et qui a été accusé de violences sexuelles et de manipulation et d'abus toxiques, etc. La capture d'écran qu'on voit là, c'est en fait une capture d'écran du site qui s'appelle jacobapplebaum.com, certainement, où sont regroupés plusieurs témoignages en fait, des personnes qui ont été abusées par cette personne. Donc, on a ce processus de construire une figure de rockstar, et parfois on a une pente glissante vers les abus, la toxicité. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que d'aduler des personnes comme ça sans se poser de questions, avoir un esprit critique sur leur pouvoir ou même ce qu'ils racontent, c'est aussi notre responsabilité. C'est-à-dire que la personne en elle-même, c'est sûr que peut-être qu'elle cherche du pouvoir et qu'elle a envie qu'on l'aime bien et d'être vue, reconnue, etc. Mais en fait, s'il n'y avait pas tout le monde autour qui la laisse faire ça, elle ne pourrait pas en arriver là. Donc il y a aussi une responsabilité collective et la rockstar, en fait, elle ne se construit pas toute seule. Et du coup, pour continuer sur le côté, on repousse en fait finalement des gens qui vont avoir du mal à venir dans nos milieux, j'avais envie de parler d'accessibilité. Et l'accessibilité, c'est un gros sujet en ce moment, hein. Mais c'est bien. L'accessibilité, du coup, c'est une grosse question où ça bouge, mais on a quand même encore des gens qui vont nous dire d'aller lire le manuel, parce qu'ils n'ont pas le temps de nous expliquer ou de vulgariser, de faire nos propres événements si on n'aime pas celui qui existe déjà, parce que tout le monde peut le faire. On a aussi une question sur le fait que tous les événements comme le Capitole du Libre en fait partie, les journées du libre, du logiciel libre, etc., sont des événements où en fait on parle beaucoup de technique et finalement pas trop du reste. On a du mal à faire le lien. On a aussi des représentations qui sont un peu qui nous repoussent quand on nous dit que les geeks c'est forcément des barbus. Non. On a un problème avec la communication au sein des projets, entre nous, mais aussi comment en fait on va communiquer pour toucher un public cible. Comment on se dit si on doit faire un logo ou pas, comment on va communiquer sur les médias sociaux, tout ça, on a vraiment assez de mal. Et aussi, on a un peu du mal avec l'expérience utilisateur et le design. Et tout ça, c'est des questions dont on se saisit de plus en plus, ce qui est super, mais faut y aller, quoi. Et du coup, en fait, en parlant d'expérience utilisatrice-utilisateur, je vous conseille d'aller voir un atelier de MyOne, qui est au Capitole du Libre à 16h30 en B208, qui s'appelle « C'est l'heure du test utilisateur », où là, en fait, le sujet, c'est l'accessibilité, quoi. Donc pour conclure cette petite partie qui fait très plaisir sur la figure du hacker seul, blanc, incompris, on a un gros phénomène de rockstarisation, c'est-à-dire on adule des idoles qui peut mener à des abus, qui, disons, laisse la porte ouverte à des choses qu'on ne veut pas qu'il se passe, et une communauté qui reste quand même relativement fermée sur certaines questions. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait essayer de faire une petite définition gentille, rapide, sur qu'est-ce que ça veut dire hacker. Donc on a parlé de la curiosité, qui est indéniable, mais aussi on a parlé de l'action politique, qui fait partie du mouvement depuis le début, et de l'identification à une culture, donc qui reprend ce qu'on vient de dire. Et oui, car il y a des problèmes. Donc on identifie deux gros problèmes en fait aujourd'hui. On a donc une histoire politique oubliée au profit des startups du capitalisme de surveillance et la communauté qui est souvent fermée et qui se cherche des idoles et des rockstars. Alors on fait quoi ? Alors nous, ce qu'on a essayé de faire en préparant cette présentation, on est arrivé avec toutes ces discussions sur des problèmes qu'on voit, qu'on essaie de structurer. Et du coup, on s'est dit, on voulait aussi vous proposer des pistes, des choses qui nous parlent. Alors c'est pas les seuls, il y en a sans doute beaucoup d'autres, et il y a déjà beaucoup de gens qui vont dans ce sens. Mais on voulait vous donner des directions qui nous semblent vraiment importantes. La première, c'est de repolitiser le hacking et la technologie.
Et ça passe déjà par le fait de parler de capitalisme et d'anticapitalisme. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est central dans nos milieux et une discussion qui est complètement absente. Et il s'agit de prendre le Capitole du Libre, par exemple. Vous avez des associations qui viennent, vous avez des entreprises qui cherchent à recruter dans l'entrée, vous avez des petites entreprises qui veulent faire du logiciel libre, vous avez des multinationales qui recrutent des ingénieurs à l'appel, et ingénieuses, ingénieureux. Et en fait, il y a vraiment des points de vue extrêmement différents et probablement des clivages sur le capitalisme, et la discussion dessus est complètement absente. Et sur la question de l'anticapitalisme, en fait, des pistes de solutions, il y en a quelques-unes qu'on connaît depuis longtemps et qui fonctionnent plus ou moins, mais qui sont là. Les syndicats. Donc les syndicats, c'est aujourd'hui très peu présent dans l'informatique et il y a un problème général de représentativité des syndicats et des syndicats, mais on pense que c'est un outil qui est vraiment intéressant. Les coopératives, c'est un modèle très ancien, mais en fait qui a été spontanément très utilisé dans le logiciel libre parce que ça correspondait à cette éthique en fait. Moi je fais partie d'une coopérative qui s'appelle Codor Liberté, et une des choses qu'on essaie de faire, c'est de montrer que c'est plus facile qu'on le pense de faire des coopératives et que c'est vraiment un outil qui est extrêmement intéressant. Donc par exemple, ce qu'on fait de notre côté, c'est on a toutes nos discussions et notre fonctionnement qui est public sur GitLab, ce qui fait que vous pouvez basiquement forker notre coopérative pour faire la vôtre. Et comme on voyait bien que c'était pas assez, mes collègues de Codeur en Liberté sont en train de travailler sur un projet qui s'appelle Code Coop, qui a un nom assez drôle, codecode.coop. Et donc l'idée, c'est d'avoir un site web collaboratif, qui regroupe des guides, des témoignages de comment créer des coopératives dans l'informatique. Et la troisième chose, c'est les associations. Alors pour citer que Nos Oignons, Exodus Privacy et Framasoft, c'est des associations qui font un travail génial en France, qui ont vraiment un impact important, et c'est un modèle qui fonctionne très bien, donc il faut continuer. Donc il faut parler de capitalisme. Une autre chose qui nous paraît importante, c'est de reconnecter avec les milieux militants de tout type. Et en fait, quand on regarde beaucoup de milieux militants, en fait, on voit que déjà, dans beaucoup de cas, il y a des causes communes. Je veux dire, ces discussions éthiques qu'on a là, les questions sur le capitalisme, c'est des questions qui sont partagées par beaucoup de milieux. Mais en fait, il y a même une approche du hacking qui est assez proche. Si on prend que InfoKiosque, par exemple, le fait de faire des zines, de les partager, de les photocopier, etc., c'est un moyen de hacker la diffusion de la connaissance. Et pareil, tous ces mouvements ont énormément de choses qui se rapprochent du hacking, comme le hacking urbain, qui est d'aller détruire, enlever les parties anti-SDF du mobilier urbain. Et on pense qu'il y a un intérêt à déjà voir la partie du hacking en dehors de la technologie, mais aussi créer des connexions avec ces groupes-là. Et il y a déjà plein de choses qui sont faites. Par exemple, le fait que beaucoup de squats en France aient un accès Internet par des fournisseurs d'accès associatifs, ça c'est quelque chose qui est vraiment bien. Et ensuite, on voudrait aussi parler de la question de quels sont les sujets qui sont centraux dans nos communautés aujourd'hui. Et il y a certains sujets qui sont extrêmement importants et qu'on ne voit pas. Donc un exemple qu'on a trouvé vraiment parlant, c'est la question de l'utilisation des technologies dans la violence faite aux femmes. La question des violences conjugales, bon, elle est un peu partout, elle est devenue vraiment pris une place importante dans le débat aujourd'hui. Donc plus de 130 femmes tuées depuis le début de l'année par les violences conjugales, par leurs conjoints. Et on a des documents, des études qui nous montrent à quel point la technologie est utilisée dans ces violences-là. Et pourtant, c'est un sujet qui n'est pas présent dans nos groupes. Et on ne comprend pas bien pourquoi. Il y a des sujets comme ça qui sont extrêmement importants. La technologie a un rôle important et qui sont des sujets très importants politiquement, dans lesquels nos communautés hackers ne s'en saisissent pas. En préparant cette présentation, on est tombé sur une citation qui nous a vraiment plu, de quelqu'un qui s'appelle Kelsey. Et ce que cette personne dit, c'est que pour elle, une communauté de hacking de sécurité inclusive, elle parlerait au moins autant de la surveillance des femmes dans des relations abusives que de la surveillance de l'État. Voilà, alors c'est un des exemples, on pourra en parler de beaucoup d'autres. Il n'y a aucune présentation sur l'écologie quasiment au Capitole du Libre. Donc voilà, mais vraiment de questionner, c'est qu'est-ce qui fait qu'un sujet est central dans nos communautés ou pas, et quels sont les sujets qu'on pense qui devraient y être. La deuxième, elle est chouette. Hein. C'est Angelina Jolie, je ne l'ai pas dit, mais c'est elle qui joue dans ce film. Une des deuxièmes pistes qu'on a eues, à laquelle on a pensé dans cette présentation pour sauver le monde, ou juste
parler de hacking. C'est d'ouvrir nos espaces et de virer les toxiques, ou les mecs toxiques. On a une super citation de Banksy, attention, qui nous dit qu'on n'a pas besoin de héros supplémentaires, on a surtout besoin de quelqu'un qui peut sortir les poubelles, en fait. Et ça serait vraiment bien si c'était pas que les meufs qui sortaient les poubelles aussi. C'est important pour nous de dire ça parce que en général, on dit que dans la communauté hacker, tout le monde peut faire quelque chose. Tout le monde peut venir avec quelque chose. Et en fait, on a besoin de gens qui font aussi des trucs pratiques et pas que aller coder des trucs. C'est cool, mais bon. Et en fait, pendant longtemps, on s'est dit oui, on est une communauté ouverte pour tout le monde. Tu peux aller bidouiller tes trucs dans ta chambre, c'est super. Puis en fait, quand on regarde, c'est quand même toujours les mêmes personnes qui se retrouvent à parler des trucs qu'ils ont bidouillés dans leur chambre. Et c'est quand même toujours des mecs, en fait, c'est quand même toujours des mecs blancs qui sont en fait plein de privilèges, quoi, qui ont déjà pas mal de choses dans la vie. Et en fait, on a recréé des boys clubs comme partout, parce qu'il y en a partout, c'est pas que nous. Hein. Et donc la question moi que je me pose là, à ce moment-là du travail qu'on fait, c'est alors comment on fait ça, qui c'est qu'on va voir et comment on fait pour qu'il y ait plus de monde. Donc comment on fait pour ouvrir nos espaces et virer les relous. Alors y a des gens qui ont planché sur la question depuis des années quand même, hein. Genre les féministes par exemple. Il y a un Geek Feminism Wiki qui existe et qui donne des tonnes et des tonnes de ressources sur comment organiser un événement, comment écrire un code de conduite, comment parler de toxicité, qu'elle soit masculine ou féminine. D'ailleurs, il y a ça aussi dedans. Faut savoir que les féministes ont quand même une très bonne expérience des analyses des situations de pouvoir, en fait. Donc, comme ils s'exercent partout, ça nous semble essentiel de dire que étudier les outils qu'on a ou les milieux dans lesquels on est avec un prisme politique, ça nous donne plus de ressources si jamais il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, on est tous contents, mais en fait, il y a toujours un problème, hein, à un moment. Donc du coup, on va parler de références. Oui. Donc cet article-là, à gauche, en fait, c'est la traduction en français d'un article qui s'appelle No More Rockstars, que vous connaissez peut-être aussi, qui est en référence à l'histoire de Applebaum, dont on a parlé tout à l'heure. C'est un très long article qui pose les bases de ce qui s'est passé avec lui et de pourquoi ça s'est passé comme ça et comment en fait on veut faire en sorte que ça ne se passe plus comme ça. Donc c'est un peu un manuel pour les organisations, les événements, ce genre de choses. Ça a été écrit par 3 personnes et dedans il y a 2 personnes, donc Valérie Aurora et Marie Gardiner, qui ont décidé d'écrire un livre carrément qu'on voit à droite, qui parle des codes de conduite et comment on fait un code de conduite, qu'est-ce qui se passe s'il y a une infraction, etc. Si on parle de ça aujourd'hui, c'est aussi parce que on a besoin de dire qu'il faut prendre conscience qu'évoluer en collectif, parce que comme on a dit tout à l'heure, on n'est jamais vraiment tout seul, ça demande de l'organisation, ça demande de l'organisation pratique, mais aussi de l'organisation sociale. Donc ça veut dire que peut-être faudrait se questionner sur la place qu'on prend, d'où on parle, quelle position on a. Mais ça peut être dans une conférence, ça peut être derrière un écran, ça peut être dans plein d'endroits en fait. Et dans tous ces endroits qu'on a où on veut créer des choses ensemble, et bien en fait, malheureusement, il faut quelques règles. Parce que sans ça, on va avoir des abus. Et ces règles-là, alors ça peut être un code de conduite, ça peut être une charte de modération. Elle s'applique autant dans une réunion que sur une instance Mastodon ou dans un festival, enfin partout. Donc la suite, ça parle aussi de à qui on veut donner la parole. Ici, il y a 4 exemples, mais il y en a beaucoup plus. Il y en a assez peu finalement en France. En haut à gauche, on a le Reset, qui est un hackerspace qui est à Paris, qui résolument a des principes politiques dans sa façon de fonctionner et à qui il s'adresse. Mais aussi, on a d'autres initiatives. Là, je vais citer que le Eclectic Tech Carnival, qui est en fait un festival de hackers qui est vraiment fait par et pour des personnes issues de minorités, en fait. Donc, pour qu'on ait plus de gens différents, on va les chercher.
on leur donne la parole, on leur laisse de la place, on en prend moins aussi si on n'est pas concerné par ça. Et puis on peut soutenir ces initiatives-là et éviter certainement de questionner certains outils comme la non-mixité ou ce genre de choses qui est très utile en fait, dans des contextes comme celui-là. Donc pour résumer en fait, nos pistes, qui sont des solutions, mais parmi tant d'autres, moi je dirais que en fait, on n'a pas besoin d'être un génie. On peut faire des tas de choses. On n'a pas besoin d'être un super-héros qui va sauver le monde. On n'a pas besoin d'être tout seul, parce qu'on est toujours plein. Et on n'a pas besoin d'être un connard. C'est pas obligé. On peut venir du coup avec ce qu'on a à apporter, parce que tout le monde a des tas de trucs à faire. Et surtout, on est toujours entouré des autres. Donc il faut peut-être faire attention aux autres aussi, autant que soi. Donc les questions qui se posent à ce moment-là, c'est aussi de se demander avec qui on veut travailler, avec qui on va travailler, et pour qui on va le faire. C'est-à-dire, là, c'est le petit point sur la communication, à qui on s'adresse, quel public, et comment on va le faire ensemble, quels outils on va développer, et comment on va faire attention les uns aux autres et les unes aux autres. Alors pourquoi on vient de passer 40 minutes à vous parler des hackers ? En fait, si on regarde un peu sur la question des technologies, il y a 30 ans, où vraiment à l'explosion d'Internet, ça a amené énormément d'espoir. Et là, on est en 2019 et en fait, on est quand même mal barré, quoi. C'est-à-dire que les projections qu'on a, elles sont quand même assez largement dystopiques. Et on pense que les hackers, le mouvement hacker, c'est un des mouvements importants pour aller contre ça. Parce que, comme on l'a vu, comme on en a parlé, dans sa base, dans la philosophie des mouvements hackers, c'est de penser politiquement la technologie et de penser la technologie comme un outil d'émancipation. Et on pense qu'aujourd'hui, en 2019, c'est un mouvement qui a encore plus d'importance, parce qu'en face de nous, il y a énormément de gens qui pensent la technologie pas du tout dans ce sens-là, et il faut qu'on arrive à aller contre ça. Alors du coup, on parle de hacker égale résister parce que pour nous c'est la même chose en fait. Hacker c'est forcément résister. Il y a un parallèle aussi qu'on a trouvé. C'est de dire que en fait c'est le même procédé de se dire féministe ou antiraciste ou de lutter contre des systèmes d'oppression. En fait, c'est la même chose finalement. On a le même la même façon, le même moyen d'action en fait. C'est-à-dire qu'on va analyser un système, on va regarder s'il nous va, puis on va se dire ah mais j'ai envie de savoir comment ça fonctionne, alors on va le décortiquer. Et puis après, y a des choses qui vont pas quand même, donc on va le modifier, voire vouloir le détruire aussi, on peut. Et du coup, on va faire en sorte que ce soit une machine ou le patriarcat ou le capitalisme. En fait, c'est pas à nous de nous adapter à ces systèmes-là, c'est à eux de s'adapter à nous. Et du coup, on a encore quand même beaucoup de choses à faire, hein. Parce qu'en fait, on s'est beaucoup focalisé sur les aspects techniques pendant très très longtemps, et on a perdu un peu ce truc d'être politisé. Et du coup, ça va peut-être être le moment en fait, de se dire que faire des alliances et essayer d'aller voir ailleurs, ça peut bénéficier au mouvement hacker comme au reste. Donc merci de nous avoir écoutés. Il nous reste quelque chose comme un peu plus de 5 minutes de questions. Et surtout... Hack the Planet. Hack the Planet. On a un micro qui bouge et un micro qui ne bouge pas. Si ? Ah. Ok, c'est bon. En tant que personne je me suis toujours considéré comme un hacker, même si dans ma vie j'ai dû toucher 2 ou 3 lignes de code, pas plus. Je voulais déjà vous remercier pour la conférence que vous avez faite. Je l'ai trouvée très intéressante et ça m'a fait me poser des questions et me rendre compte que vous avez totalement raison.
il y a certaines choses qui ne sont pas souvent mises en lumière. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? En vrai, on est vraiment content d'en discuter, hein, allez-y. Il y a du temps en plus. Moi, je veux joindre aussi. J'ai trouvé votre conférence extrêmement intéressante aussi. Je voulais vous en remercier. Et, je suis d'accord qu'il est indispensable de repolitiser la question. Et je trouve toujours assez surprenant quand notamment des personnes qui se disent défendre le logiciel libre se disent non mais je suis pas militant. Et je trouve toujours regrettable de faire justement de dépolitiser par eux-mêmes finalement leurs questions. Et je pense qu'il y a à la fois, et je suis tout à fait d'accord qu'il est utile de se redire comment avec les technologies on peut aussi se servir dans un rapport de force pour renverser justement des systèmes d'oppression. Et je pense qu'aussi au sein de ça, c'est de se redire aussi dans les choix des technologies, c'est pas neutre les choix de développement qui sont faits, les manières dont les usages vont être conditionnés, tout ça n'est pas neutre. Et donc il y a importance de reprendre un contrôle populaire sur la définition de nos technologies. Et je voulais peut-être aussi pousser une réflexion. Il me semble que à un moment tu parlais de la problématique des designs et comment on n'était peut-être pas. Et je trouve qu'il y a une difficulté, notamment quand on parle avec des personnes, de leur présenter les alternatives pour leurs usages, des alternatives libres, etc. Ça n'existe pas toujours, mais aussi parce que ils ont les moyens en face, ils ont des capitaux qu'on n'a pas, des moyens humains qu'on n'a pas, ils ont une capacité d'absorber de l'intelligence qu'on n'a pas, et c'est aussi peut-être se reposer la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet usage-là? Comment réintégrer tout ça et comment redéfinir collectivement les usages qui sont pertinents? Et je pense qu'Amazon est un bon exemple. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se faire livrer en 24 heures? Est-ce qu'on ne peut pas attendre 4 jours? Et parce que ça a des conséquences derrière. Mais ça nécessite de réfléchir collectivement les problématiques. En tout cas, voilà, moi j'ai trouvé vraiment très enrichissant votre présentation. Oui, une chose qu'on n'a pas dit, mais c'est que je suis d'accord avec toi que pour questionner ça, il va falloir créer des discussions. On n'a pas mentionné, par exemple, l'éducation populaire a aussi un rôle à jouer là-dedans pour dire en fait, il faut créer les espaces pour avoir ces discussions. Et en fait, il y a énormément d'outils qui sont déjà présents sur créer des discussions politiques. Et en fait, on peut juste intégrer la technologie là-dedans et les avoir comme ça. Ouais. Oui, merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment très chouette. D'ailleurs, je voulais rajouter, vous avez parlé du fait qu'on ne parlait pas parfois un peu trop de technique dans les confs de libristes. Moi, je dois dire, j'ai des amis hackers qui disent « mais moi, je ne viens plus au Capitole du Libre ou à ces confs. » Je viens plus à ces confs. Voilà, censure. C'est bon? Je viens plus parce qu'en fait, on n'y parle que de technique. Moi, la technique, je peux aller voir des tutos sur Internet, ça ne m'intéresse pas, je voudrais qu'on parle politique. Et donc, du coup, ça exclut d'autant plus des personnes qui seraient sensibles à ces questions-là. Mais je vais quand même essayer de poser une question, qui est que moi, par exemple, je suis un mec, je suis blanc, je suis cis et je suis sachant, on va dire. Et du coup, quand on est sensible un peu à tout ce que vous avez discuté et qu'on a envie de participer à ces mouvements d'inclusion, parfois, en fait, on se retrouve dans la situation où c'est nous qui n'osons plus aller dans les communautés parce qu'on ne sait pas trop comment venir et avec une peur un peu de donner l'impression de vouloir s'imposer en fait et d'arriver avec sa position de mec en disant hey, venez, moi je vais vous aider, vous allez voir, je sais comment il faut faire, je suis un super hacker. Et du coup, comment on fait quand on est dans cette position-là pour venir s'impliquer dans ce genre de mouvement sans non plus recréer la situation qu'on essaie justement de combattre? Merci d'avoir posé cette question, Tom. C'est super simple en fait. Il faut juste se dire qu'il y a des tas d'autres choses à faire dans la vie des gens en général. Alors, c'est pas obligé d'y aller. Mais si vraiment on veut vraiment y aller, ben en fait, le taf de bénévole, aller mettre des bouteilles d'eau sur les tables, faire la vaisselle, passer un coup de balai. En fait, il y a toujours besoin de gens en fait, pour faire ça. Donc du coup, c'est pas obligé de faire une conf. C'est pas obligé de parler plus ou de prendre cette place-là. Peut-être de la laisser à d'autres qui l'ont jamais et de faire les trucs que les autres font tout le temps en fait, mais qu'on capte même pas en fait que c'est fait parce que des fois on se pose même pas la question de qui c'est qui a rangé derrière, qui c'est qui s'occupe des aspects pratiques. Et ça par exemple, ça peut être une place très très bien, je pense, à occuper.
Voilà, c'est ça, il faut être des plombiers et pas des rockstars. C'est dans l'article. Qui est une traduction collective, hein, d'ailleurs, je tiens à le dire. On a encore 5 minutes. Je vais quand même rebondir sur la même question, parce que ta réponse, elle est très valable quand il s'agit d'aller dans des milieux ou dans des confs qui vont être soit féministes, soit antiracistes, etc. Mais plus dans le quotidien, quand on est effectivement, alors sans jouer le pauvre dominant, hein, c'est pas le sujet, mais quand on est blanc, mec, etc., valide et compagnie, c'est vrai que c'est du coup pas toujours évident de parler simplement de ces questions-là autour de soi, simplement dans un milieu normal. Voilà, je suis développeur. Est-ce que j'arrête d'être développeur parce qu'il n'y a pas cette femme, du coup ? Et du coup, c'est pas toujours évident quand même de parler sans être illégitime, mais d'essayer quand même de faire avancer quelque chose auquel on est sensible. Et du coup, je suis pas sûr que ce soit si simple. Non, c'est pas forcément simple, mais par contre, là, on a listé pas mal de trucs. On a fait aussi, on a compilé en fait toutes les références qu'on vous a données là, et puis on en a mis d'autres à côté, parce que en fait, dire tout ça c'est joli, impliquez-vous, c'est super. Bon, c'est gentil de dire ça, mais après, c'est à vous de faire le pas, d'aller voir les initiatives qui existent. Donc là, pour répondre à ta question, pas qui n'est pas vraiment une question, mais pour aller dans ton sens. J'ai cité que 4, j'ai mis sur cette slide, j'ai mis 4 trucs féministes, mais en fait, il y en a plein. Il y a des festivals entiers basés sur ces trucs-là, donc déjà aller se renseigner là-dessus, c'est pas mal. Et puis aussi, je veux dire, tu vas pas forcément t'arrêter de développer, mais par contre, si tu vois qu'il y a une offre d'emploi ou un truc comme ça, et que tu as une copine qui galère plus, ben tu vois, tu la prends avec toi, et puis, ou tu la prends pas avec toi, mais en tout cas, tu lui montes l'annonce, quoi. Tu lui dis, tu peux le faire, quoi. Et soutenir en fait les personnes à côté de vous, en fait, parce qu'il y en a plein, hein, il y en a vraiment plein, qui se sentent vraiment illégitimes, et les mettre un peu dans la lumière, ou les soutenir pour leur dire ce que tu fais, c'est super, et tu devrais peut-être, aller encore plus loin parce que ça va être encore plus super. Ben, ça fait du bien aussi. Voilà. Alors, merci pour cette conférence. Moi, j'allais plutôt poser la question de comment on fait quand justement on est moins visible dans cette communauté. Je crois beaucoup au pouvoir de l'empowerment et au fait qu'en fait, parler et se visibiliser, en tout cas, ça pourrait aider parce qu'en fait, c'est très bien de donner la parole en fait aux gens qui l'ont déjà et de leur laisser se poser la question comment ils peuvent laisser la place aux autres. Mais je pense que là, ça serait aussi utile de voir ce qu'on peut donner comme clé aux gens qui ne sont pas visibles actuellement et qui n'ont pas la parole, en fait. C'est une question un peu plus compliquée. Pour moi, c'est entre guillemets la même réponse, dans un sens, parce que on a toujours très peur en fait d'être dans la lumière. On sait que si on dit un petit truc du travers, on va se faire défoncer. Donc là, je suis comme ça. Là. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, je pense que on a parlé vite fait de non-mixité. Ça, c'est un outil vraiment très très émancipateur et très important. Même s'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça parce qu'ils sont pas invités dedans. C'est pas grave, vous avez la place partout ailleurs. Donc c'est pas grave. Mais des outils comme celui-là, par exemple, c'est vraiment, vraiment très important. Et ne pas taper sur les gens aussi qui les mettent en place, c'est chouette. Voir les aider, comme on disait, avec un coup de main, ou même ne pas en fait, intervenir, c'est une bonne chose, puisqu'en fait, la façon dont on va reprendre un peu le pouvoir, c'est quelque chose qui va se construire collectivement entre nous et qui va avoir beaucoup de force. Là on n'a pas fait ça. mais quand même, il y avait un... Par exemple, pour moi, de parler là aujourd'hui, c'était super important parce que
bah, en fait, c'est ma première conf. Donc du coup, faut... Non, mais du coup, c'était important. Alors, le stress, tout ça, y est, machin. Et moi, je me suis dit, mais en fait, j'en ai marre aussi, moi, de voir que des trucs de libristes qui font du hacking technique, machin, que je peux aller voir sur YouTube ou n'importe où. Pardon, Peertube. En fait, j'ai envie de parler de trucs politiques, j'ai envie d'avoir la place, moi aussi. Et ça, c'est un truc qu'on a un peu discuté par rapport à nos parcours. Moi, à la base, mon premier ordinateur, c'est un ordi baby, là, les trucs où... qui vous disent appuyez sur la case rouge et pour apprendre des choses avec des fiches, quoi. Et après, les ordinateurs que j'ai eu sous la main, moi, c'était des Mac parce que ma maman, elle est graphiste. Donc j'ai pas codé, moi. Mais par contre, j'étais sur un ordinateur très tôt. Et en fait, j'ai été sur IRC quand j'avais 14 ans. Un truc bizarre. Hein. Mais du coup, en fait, depuis longtemps, j'ai un pied là-dedans. Cela dit, la place, comment je la fais, comment je la prends. J'ai plus 14 ans, quoi. Donc ça m'a pris un certain temps là d'arriver là. Donc je pense que j'aurais bien aimé voir plus de meufs autour de moi, plus de personnes qui sont pas blanches, plus de personnes qui sont pas valides, qui sont pas ce qu'on est tous, ou toutes déjà, et qui prennent plus la parole. Donc c'est aussi pour ça que je suis là, c'est de dire, en fait, vous pouvez le faire là, je vous vois. Voilà. Tu veux dire des trucs ? On arrive à la fin de ces questions. Il reste encore un petit peu de temps, s'il y a une ou deux dernières questions. Personne ? Alors moi, c'est une question, une remarque, je ne sais pas. On a parlé de capitalisme. Et donc derrière, moi, ça fait penser à consommation. Et ça me fait penser aussi que souvent on dit que l'école, c'est un peu la fabrique du capitalisme. C'est-à-dire qu'on on formate des gens dans des écoles d'ingénieurs, par exemple, pour aller entretenir ce système et le développer. Et d'un autre côté, moi j'assiste au Capitole de Libre depuis quelques années. Je trouve ça absolument génial. Votre conférence est aussi très intéressante. Et finalement, j'entends parler du fait divers qui se développe, de Mastodon, toutes ces choses-là. Et je me pose la question de savoir pourquoi, finalement, les écoles d'ingénieurs en informatique, par exemple, n'ont pas toutes aujourd'hui leur propre instance Mastodon ou leur propre logiciel. Donc je parle de réseaux de communication en général, on parle de Mastodon parce que c'est un peu à la mode, ou de Nextcloud, par exemple. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est en train d'éduquer les masses, donc l'action de Framasoft, de ces grosses associations qui font un travail, je dirais, de masse très large, hein, qui m'a permis à moi de venir vers ce sujet. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on veut éduquer les masses à tout prix, alors que je pense qu'on est aujourd'hui dans une situation, je dirais, un peu stratégique, où on n'est pas forcément au moment où il faut éduquer toutes ces masses, puisque ces masses, il y a 99 ou 95% de moutons qui vont suivre ceux qui vont suivre et consommer un réseau social sans vraiment se poser de questions. On est peut-être dans la position où il faut créer des passerelles, donc créer donc ces instances Mastodon, par exemple, qui soient activement utilisées. Et aujourd'hui, on affiche là tweeter sur Twitter ou pointer sur Mastodon @framapiaf.org. Et pourquoi on n'aurait pas aujourd'hui une instance le nom de l'école ici, qui soit pas créée par le Capitole de Libre, mais qui soit vraiment une instance créée par cette école d'ingénieurs, utilisée par les ingénieurs en informatique qui construisent les réseaux de communication d'aujourd'hui et de demain, et qui pourrait peut-être participer justement à la transformation et à ce qu'on recherche finalement, c'est de ne pas avoir de suprématie de ces GAFAM et d'avoir de personnes qui consomment ces GAFAM sans vraiment comprendre pourquoi. Alors je vais tenter une réponse courte à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont entremêlées.
Déjà, je pense qu'il y a une question qui est importante aujourd'hui, c'est la question de l'éducation et des universités. Et il y a un gros débat qui est l'éducation et l'université pour émanciper les gens, ou l'éducation et l'université pour préparer au marché de l'emploi. Et aujourd'hui, c'est un débat qui est fondamental. Clairement, le gouvernement Macron et le gouvernement précédent vont vraiment dans une diminution des budgets, dans vraiment adapter le plus possible les universités au marché de l'emploi, donc pas du tout dans une démarche d'émancipation. L'autre question, c'est qu'en fait, alors je ne sais pas si vous connaissez le système des écoles d'ingénieurs, c'est un système qui n'a aucun sens, puisque en fait, le principe, c'est d'avoir des systèmes de prépa extrêmement élitistes dans lesquels les gens font des mathématiques très, très poussées, et après, il y a un concours où il faut prendre la meilleure école. Et donc on s'aperçoit par exemple quelque chose, ce que ça crée, ça, c'est que le choix des études n'a rien à voir avec l'intérêt des gens, il a à voir avec la meilleure école qu'on prend. Donc on peut se retrouver très vite, en fait on peut faire de la chimie si on était en forme le jour du concours, puis finalement on est un peu moins en forme, puis on fait de l'informatique. Ce qui est extrêmement étrange, et du coup on retrouve beaucoup de gens en école d'ingénieur, déjà qui sortent de 2 ans de prépa et qui en ont marre d'avoir fait que travailler, et qui du coup sont en train de se poser les questions, qu'est-ce que je vais faire après, etc. Et du coup, ce qu'ils font, ça, en fait, ça les intéresse pas forcément. Et je veux dire, c'est une question de système, pas de personne. Il y a une question de. Moi, je comprends que ces gens arrivent là et se disent, qu'est-ce que je vais faire. Et il y a des gens pour qui ça marche, et puis il y a des gens en fait qui se disent, ils veulent surtout pas faire du développement après parce qu'ils savent pas pourquoi ils ont même commencé à faire ça, quoi. Et les écoles d'ingénieurs sont aussi indépendantes des universités, ou enfin dans des espèces d'universités mélange d'écoles, mais elles sont complètement coupées des universités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes étudiant dans les 3 grosses universités de Toulouse, en fait, vous allez recevoir des tracts politiques à la sortie du métro à un moment, il y aura peut-être une grève dans votre année, il y aura des gens qui vont venir vous dire il y a un problème au fonctionnement de l'université, vous aurez les syndicats, etc. Ces mouvements politiques sont absents des écoles d'ingénieurs. Ils sont complètement absents. Donc en fait, alors c'est vrai que dans les écoles d'ingénieurs en informatique, il y a une question très importante du logiciel libre. Elle est là, elle parle, elle est présente. Par contre, il n'y a aucun syndicat, il n'y a aucune question politique derrière. Et du coup, ça crée ce système assez étrange où on a des discussions sur le logiciel libre, mais en fait, par contre, il n'y a aucune discussion en dehors de ça, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, pour l'avoir fait, on peut passer 3 ans à l'ENSET sans jamais voir le début d'une manifestation. Voilà. Et je pense que ça fait partie des questions qu'on a aussi, des questions qu'on a amenées là, ça fait partie de la question d'avoir des communautés qui sont isolées, en fait, et puis d'avoir des discussions d'informaticiens, et puis en fait on a très peu de liens avec des gens qui utilisent l'informatique à côté de ça, quoi. Et je pense qu'il y aurait vraiment un intérêt à rattacher les écoles d'ingénieurs à des universités et participer à une question plus large sur la technologie et pas les réserver à une élite d'ingénieurs. Voilà. C'était pas court. Merci.